Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Un seul titre à la une de ce journal. Gestion des fonds Covid-19. La Chambre des comptes de la Cour suprême accable plusieurs ministères sur la gestion des 180 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds monétaire international. Selon le dit rapport, plusieurs milliards de francs CFA ont été détournés et des procédures de passation des marchés violées. C'est le dossier du 20h. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. La 49e édition de la Fête nationale de l'Unité se célèbre ce 20 mai. Une édition sans festivité officielle en raison de la pandémie de coronavirus. Le thème retenu cette année est Armée et Nation, ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. Et malgré la suspension des festivités populaires en raison de la pandémie du Covid-19, je vous le disais, la fête de l'unité nationale n'est pas passée inaperçue dans la région de l'Ouest Cameroun. À Bafoussam, capitale régionale, les principales artères ont été pavoisées et des médailles décernées à certains fonctionnaires. On voit tout cela dans ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfac. La place des fêtes de Bafoussam est déserte, conformément aux directives du gouvernement. La traditionnelle parade clôturant les manifestations liées à la fête nationale de l'unité n'est pas organisée. Cependant, les principales artères de la ville, pavoisées du drapeau national, rappellent que ce jour n'est pas comme les autres. Qui nous, n'est-ce pas, rappelle l'unité des deux Cameroun et qui aujourd'hui est une fête fortement célébrée par les Camerounais parce qu'ils sont attachés à l'unité de notre peuple. À défaut de manifestations populaires, cet acteur politique compte marquer la fête à sa manière. Nous sommes en période de Covid et cette période n'entache en rien cette fête. Les festivités seulement sont annulées, mais la fête est maintenue. Donc nous restons mobilisés et nous en parlons avec les nôtres de la symbolique. Ici, dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest, 53 personnes reçoivent des médailles dans différents ordres nationaux. C'est une récompense, premièrement, qui me surprend. Ensuite, parce qu'elle me surprend, je dois rendre grâce à Dieu et dire un grand merci au chef de l'État qui a permis que cela soit possible. C'est une interpellation pour moi à travailler avec plus d'humilité, plus d'abnégation et plus de rigueur dans l'objectif bien compris de l'intérêt général, de l'intérêt de la structure à laquelle je suis en service. Pareille cérémonie se sont déroulées à Banjoun. Cette médaille a été signée, envoyée par le chef d'État lui-même. J'en suis très content et c'est le lieu pour moi de remercier ma hiérarchie pour cette marque. Parce qu'à vrai dire, je suis très content, après 27 ans de travail, je suis très content d'être honoré. Cette morose, la célébration de la fête nationale n'est pas passée inaperçue dans la région de l'Ouest. Et l'unité nationale est au centre des préoccupations. Dans le reportage qui va suivre, des Camerounais ou de nombreux Camerounais s'interrogent sur son sens et son applicabilité dans la société. On voit tout cela dans ce reportage de Martin Abanda, Dallas Tiana et Théophile Tchunke. Après 49 ans de célébration, l'on s'interroge encore sur le sens même de l'unité nationale qui cristallise les attentions. L'unité nationale devait normalement être, comme on dit, c'est l'union des populations, l'entente entre les personnes. L'unité nationale, c'est, comme on dit, l'unité nationale, bon, bref, c'est quelque chose, ça veut dire être unis. Donc c'est comme un État, on peut dire État unitaire, sur toutes les formes. Que ce soit francophone, que ce soit anglophone, on ne doit pas nous dire que oriental et occidental, tout ça vraiment de Dieu, c'est nous ramener, c'est causer une division d'abord. Une expression dont la signification revêt une responsabilité sociale et engage chacun des citoyens. Les Camerounais, dans leur majeure partie, affirment ne pas la ressentir dans la vie quotidienne, surtout
au vu des événements qui se déroulent dans le climat sociopolitique et au-delà. Quand on constate, c'est qu'il y a le tribalisme, il y a les guerres qui se vivent encore. Donc c'est difficile d'affirmer l'unité nationale. En fait, le quotidien du Camerounais, c'est difficile de pouvoir avoir l'unité nationale. Parce que quand on voit comment les gens vivent, comment les gens se comportent, vraiment, on ne peut pas vraiment affirmer qu'il y a l'unité nationale. On ne peut pas parler d'unité nationale quand il y a 8 et 2, donc un peu comme 80-20. Quand je dis 8 et 2, c'est les 8 provinces francophones et les 2 du Nozo, comme on dit depuis quelques années. Donc pour moi, je me dis qu'on est marginalisé, ce qui est en quelque sorte, même pas en quelque sorte, mais ce qui est la base de la guerre qui aura déjà presque 5 ans. Même si les uns s'accordent à lui doter d'une vanité dépourvue, il n'en demeure pas moins vrai que l'unité nationale est l'aboutissement du vivre ensemble et de l'intégrité pour les autres. Pour l'unité nationale, je pourrais parler, c'est comme si on faisait une certaine forme d'éducation, comme il fallait encore rééduquer les Camerounais. Les apprendre ne serait-ce que déjà le civisme, lutter contre le tribalisme, et puis donner la chance à tous les Camerounais de pouvoir évoluer. Que ce soit dans l'administration, que ce soit sur le privé, donner la chance à tous les Camerounais d'évoluer. Et par rapport au défilé qui n'a pas lieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre qu'il y a toujours le problème dans le gouvernement. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes financiers, mais ça montre qu'il y a le problème dans le gouvernement. Si vous ne pensez pas que c'est la pandémie un peu qui vient rayer cette... Voilà. Il y a un peu de tout ça, la pandémie, mais qu'on le dise la vérité, qu'est-ce qui se passe au sein de l'État même? Le chef d'État qu'on ne voit pas. Les Camerounais luttent contre les Camerounais, ils font la guerre, ils se tuent entre eux. Ça, c'est pas bien. Pas bien du tout. Malgré la pandémie à coronavirus ayant endigué la traditionnelle grande parade, des signaux d'une journée hors du commun et fériée sont manifestes. Pour le caractère aussi important que l'unité nationale traduit, il est d'une nécessité absolue de pouvoir la rétablir pour une vie harmonieuse et sereine pour l'ensemble des composantes sociales d'après l'opinion publique. Paul Chouta respire désormais l'air de la liberté. Après 2 ans de détention et un interminable procès, il a été libéré en mi-journée. Le lanceur d'alerte ne tarit pas d'éloges envers la chaîne du peuple et ses proches qui l'ont toujours soutenu pendant ces difficiles moments passés à la prison centrale de Yaoundé. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop ont vécu les premiers pas de Paul Chouta hors de ce pénitencier. Quelques heures après sa sortie de prison, c'est un Paul Chouta qui se sent renaître que nous retrouvons au quartier Jouvence à Yaoundé. L'homme n'a de mots que pour dire merci à la chaîne du peuple. Mes premières sensations vont naturellement l'émotion que je ressens à travers vos médias. Ce n'est pas une publicité, c'est la manifestation que vous avez accordée à mon égard durant le parcours que j'ai traversé. Je peux dire que ça n'a pas été une victoire pour moi, mais une victoire pour Equinox Télévision qui m'a assisté durant tout ce parcours. Donc je peux dire ici que je vous remercie 1000 fois. Ce n'est pas une façon de vous flatter. C'est l'émotion qui me submerge. Parce que vous étiez soucieux que je sois de prison. Elle a un contentieux avec toi depuis là, elle te regarde, elle va pousser problème. S'il est soulagé d'avoir enfin respiré l'air de la liberté, Paul Chouta n'oublie pas les 2 ans de calvaire passés à la prison centrale de Yaoundé. 2 années d'un interminable procès dont personne n'avait jugé qu'il serait aussi long. J'étais embrigadé pendant 2 ans. Je n'ai pas pu voir ma fille autant pour moi. Je n'ai pas pu voir mes amis. Je n'ai pas pu vous voir. Vous, avec qui j'ai eu des relations assez particulières. 27 mois pour 24 heures, on va dans une affaire de forain de lit. Comment voulez-vous? Je n'ai pas de mots. Les langues, peut-être à ma langue Medumba, je peux dire mon lactosine. Si Paul Chouta a retrouvé sa famille, et particulièrement sa petite fille, qu'il n'a pas vue depuis 2 ans, il est davantage ému par le soutien dont il a bénéficié de la part de ses meilleurs amis. Oui, c'est Jémé Biko, c'est un aîné, c'est un père. À côté de lui, vous allez voir que vous avez vu, c'est Ernesto Aîné. C'est des frères de sang. Avant que je n'entre en prison, je n'ai pas pu témoigner ce niveau d'affection qu'ils ont pu apporter à mon égard. Je les témoigne une affection indéterminée. Et vous avez vu ceux qui tiennent ma fille et qui sont avec moi jusqu'à présent. Sorti de prison à 12h15, Paul Chouta va passer sa première nuit hors de Kodengui. Il annonce une conférence de presse imminente, au cours de laquelle il reviendra sur son affaire, ainsi que sur les conditions de sa détention à la prison centrale de Yaoundé.
c'est une sorte de soulagement lorsqu'on connaît dans quelles conditions il a été détenu. Beaucoup de renvois dans une affaire que l'on croyait facile au départ. Ça n'a pas été finalement facile pour lui. Mais l'homme a su surmonter les difficultés et les obstacles et aujourd'hui peut logiquement respirer l'air frais de la liberté. Ici Manuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Les descendants d'une même famille se déchirent autour du partage du patrimoine foncier. La montée de tension entre les deux familles a débouché au déguerpissement forcé du site querellé ici même à Akwa. Claude Ekwa, Dalastiana et Kedjara. Des familles désormais sans abri en plein début de saison de pluie. Ceci est la conséquence d'une éviction effectuée ce mercredi à la rue Mermoz, à Akwa. Alors même que le litige foncier qui les oppose à leurs cousins est encore pendant devant les tribunaux. L'affaire remonte à 1999. Les mises en cause, descendants du feu d'Ikoto Daniel, ne s'entendent pas sur le processus de répartition des terres laissées par celui-ci à ses 3 enfants, dont 2 filles et un garçon, présentés comme le successeur. Un successeur dont les enfants sont à l'origine du conflit actuel. Les enfants de Kinya Dikoto, il y en a 3, alors qu'ils sont au nombre de 5, qui sont partis vendre cette portion de terrain. D'où leur père avait remis un papier signifiant que cette portion de terrain appartient à sa sœur. Et comme sa sœur n'y était plus, ça devrait appartenir à ces 2 filles. Les enfants du défunt successeur ne l'entendent pas de cette oreille, ce qui va occasionner une bataille juridique qui dure aujourd'hui 22 ans. Ce titre foncier global de ce terrain est sorti, le nom de mes 2 petits frères, le nom de notre petite sœur et le nom de ce monsieur qui est en train de faire du classement là. Donc je ne sais pas comment quelqu'un sort de la division en tant qu'héritier pour ne plus être avec ses frères. Il devient subitement un acheteur. Depuis quand quelqu'un achète son propre héritage? Actuellement, nous avions attaqué ce titre foncier maire. Et ce titre foncier, on nous a donné gain de cause. Cette victoire n'empêchera pas le camp adverse d'engager une procédure d'expulsion qui va finalement conduire au déguerpissement fortement militarisé des 2 familles sans avis d'expulsion. On ne nous a pas prévenus. Moi, je me suis rendu à l'hôpital avec mon mari. C'est de là que les enfants m'appellent, que maman revient vite. Il y a plein de gendarmes dehors. Ils nous empêchent même d'entrer. Ils nous disent d'enlever les choses. Toutes nos tentatives visant à entrer en contact avec le camp adverse au cours de la réalisation de ce reportage vont rester vaines. Le sous-préfet de Douala 5e va en guerre contre les vendeurs de médicaments illicites. Clétus Assongwe a, durant l'opération Coup de poing, procédé à la pose des scellés sur plusieurs boutiques au marché de Bonamoussadi. On fait le point avec Gladys Sidier. Il faut les auditionner sur PV. Oui, on va les déférer devant le procureur parce que quand on pose les scellés, les individus n'ont pas le droit de briser. Opération coup de poing du sous-préfet de Douala 5e au marché de Bonamoussadi. Plusieurs boutiques de vente de médicaments ont été scellées. Les propriétaires sont accusés d'alimenter les réseaux de vente de drogue aux adolescents. Nous sommes descendus sur le terrain aujourd'hui, surtout au marché de Bonamoussadi, pour évaluer l'évolution de cette lutte que nous avons déclarée contre le phénomène de médicaments de rue ici dans notre arrondissement. Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe dans les lycées et d'autres établissements scolaires où les jeunes filles et les jeunes garçons tournent les films pornographiques. C'est dû à la consommation de drogues et de stupéfiants. Vous convenez avec moi que ces drogues que les enfants utilisent ne sont pas achetés dans les pharmacies. Parce que l'enfant ne peut pas aller à la pharmacie, on lui vend ces drogues. Donc c'est auprès de ce vendeur de la rue
que ces drogues sont procurées. À travers cette initiative, le chef de terre dit vouloir passer un message fort aux potentiels dealers qui opèrent dans le 5e arrondissement de Douala. Son équipe et lui comptent les traquer jusque dans leur dernier retranchement. Ils ont reconnu qu'ils sont en train de faire dans un métier qui est illégal. Il est donc question que ça s'arrête. Si par le passé, l'administration a été tolérante, les gens doivent savoir que les choses vont changer désormais. La lutte que nous avons commencée ne va pas être arrêtée si tôt. Que les gens s'apprêtent parce que nous sommes là sur le terrain, ça va continuer. Nous avons identifié les boutiques, nous avons posé les scellés et tout à l'heure nous avons constaté que certains scellés ont été brisés. J'ai déjà donné l'ordre à ce que ces gens qui ont brisé les scellés soient interpellés et auditionné et présenté devant le procureur de la République. L'Ordre des pharmaciens du Cameroun, engagé dans ce combat avec les autorités administratives, invite les propriétaires des kiosques à médicaments qui pilulent dans les quartiers à se former afin d'avoir une bonne connaissance des produits qu'ils mettent à la disposition des populations. Qu'ils se légalisent parce qu'il y a des pharmacies qui ouvrent de façon légale et donc il y a des critères à remplir pour ouvrir une pharmacie. Donc, ils devraient donc se plier, se rapprocher de l'administration et voir s'ils remplissent les critères pour pouvoir ouvrir une pharmacie. C'est très important qu'ils le fassent parce que le médicament de la rue, comme on l'a dit, est toxique. On ne sait pas comment ces médicaments sont conservés. La sécurité du médicament n'est pas assurée. Ces médicaments deviennent encore plus toxiques. Selon les spécialistes de la santé, les médicaments de la rue sont à l'origine de plusieurs maladies et des cas de décès enregistrés au Cameroun. Parlons à présent de cet accouchement difficile à la mairie de Baganté. Après 2 reports, la session de plein droit en vue de l'élection du chef de l'exécutif municipal a finalement abouti. Eric Emeniat est le nouveau maire de la commune de Baganté. Retour sur cette journée pleine de rebondissements avec Jérôme Narcisse Sobzé. 13 heures passées de 15 minutes, Ernest Ewango Boudou, préfet du département d'Undé, foule le sol esplanade à l'hôtel de ville de Baganté, à l'occasion de la 3e session de plein droit consacrée à l'élection du nouveau maire de la commune de Baganté. Après les 2 précédentes qui s'étaient achevées en queue de poisson. Pour cette session du 19 mai, un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'élection du maire de la commune de Baganté et éventuellement un adjoint au maire. Pour se livrer à cet exercice, 36 conseils sur les 40 que compte cette commune répondent présents. On notera cependant une absence et 3 procurations. L'instant tant attendu sera l'élection du maire de la commune de Baganté. Pour cette mairie entièrement RDPC, le président du groupe communal prendra la parole pour présenter le candidat du parti, à savoir Eric Emeniat. Contre toute attente, M. Robert Nyanga, maire par intérim de la commune de Baganté, décidera lui aussi de présenter sa candidature pour challenger Eric Nyat. Science tenante, les mandataires du comité central du RDPC décident de balayer d'un revers de la main la 2e candidature, exigeant le respect des instructions de la hiérarchie du RDPC du 12 mai dernier, qui a vu en interne, durant les primaires, la victoire du candidat Eric Nyat. Un mot d'ordre que plusieurs conseillers municipaux présents n'étaient visiblement pas disposés à respecter. Après plusieurs conciliabules menés par le préfet d'Undé, les 2 factions resteront campées sur leurs différentes positions, ce qui poussera le préfet Ewango Boudou Ernest à quitter avec son état-major momentanément la salle, permettant ainsi aux différentes parties de trouver un consensus. Hors de l'enceinte de l'hôtel ville de Baganté, des dizaines de personnes visiblement acquises à la cause d'Eric Nyat décident d'entamer un mouvement d'humeur pour le moins pacifique. Après 3 heures de conciliabule, le candidat Nyanga Robert décide de retirer sa candidature, favorisant ainsi l'élection d'Eric Emeniat, qui l'emporte 21 voix contre 18 bulletins nuls. Travailler ensemble, ma porte restera toujours ouverte et bien sûr avec les adjoints qui me sont attribués, nous allons nous atteler à développer notre commune. Ernest Ewango Boudou, préfet d'Undé, qui a vu depuis le 3 mai dernier successivement 3 challengers contre un seul candidat, peut enfin retrouver le sommeil. Il est là aujourd'hui désormais à la charge des populations de la commune de Baganté. Il doit veiller aux intérêts de ces populations et il doit tout faire pour que le développement qui a été amorcé par ses prédécesseurs, il faut qu'il soit à cette hauteur. Au sein du conseil municipal, on déclare être enfin sorti du tunnel. Je crois que c'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus le maire Nyanga pour la hauteur qui a été la sienne.
Pour mémoire, la commune de Baranté est en deuil depuis le décès de son maire, le docteur Jonas Kwamo, le 4 mars dernier. Le maçon se joint au pied du mur. Le nouveau maire de la commune de Baranté sait désormais sur quel pied danser. De la localité de Toubouro dans le Mayoré vivent la peur dans le ventre depuis plusieurs mois. Ils sont victimes de kidnapping avec demande de rançon. Une situation devenue invivable pour les populations qui se sentent délaissées par les pouvoirs publics. Jean-Blaise Noupéé et Xavier Foka. Les localités de Golombali et de Mayunda dans l'arrondissement de Toubouro, département du Mayoré. Nous sommes dans la région du Nord. On depuis quelques mois des allures de villages fantômes. Les ruelles sont désertes. Le calme du cimetière qui y règne est quelquefois brisé par un furtif cocorico. Les âmes qui y vivent ont le regard perdu au loin, tétanisées par la peur. Depuis bien longtemps, l'insécurité qui a fait son nid y va grandissante. Il n'y a pas la sécurité. Chaque fois, on fuit les bicyclettes, on prend la moto. Tout ça, il y a ça dans cet arrondissement, il y a ça dans cette Toubouro. Déjà depuis janvier jusqu'à nos jours, nous sommes allés à plus de 200 cas d'enlèvement. Et avec plus de 100 millions de rançons payées. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des otages en brousse. L'un des otages encore en captivité a été enlevé le 16 mai 2021 à Golombali, situé à 52 km de Toubouro. Dès qu'ils sont rentrés, ils sont allés directement voir son mari, lui demandant de se lever et de s'asseoir par terre. Et à l'un d'eux qui lui a dit de se taire, de se rester tranquille. Sinon, ils vont tuer son mari. Et puis elle n'a pas ressenti de la peur, elle est sortie brutalement. Dès qu'elle est sortie, elle a vu aussi deux autres qui étaient postés devant la porte. Elle a d'abord hésité d'aller dire à ses enfants avant d'aller crier. Là où tout le monde se regroupe souvent là pour alerter tout le village. À son retour, elle a trouvé qu'ils étaient déjà partis avec son mari. À Mayunda, à 40 km de Toubouro, un des otages enlevé au mois d'avril 2021 a finalement retrouvé la liberté auprès de toute sa fortune. Il a été libéré le 12 mai 2021, après avoir donc versé une rançon de 10 millions. Lui, c'est un cultivateur. Et ça veut dire que ce n'est pas lui seul qui a réuni ces 10 millions. Il y a au moins ses frères qui ont réuni au moins ces 10 millions. Ça veut dire que lui, tous ses capitales, il a tout vidé. Il a vendu tous ses biens. Ça veut dire que les bœufs, le maïs, les arachides, et les chèvres, en tout cas, tout ce qu'il possédait, il a tout vendu. Les populations se sentent jetées en pâture dans cette atmosphère qui n'inspire plus confiance à cause, selon elles, des complicités internes. Dans ce phénomène, il y a les complicités internes avec les malfrats. Et quand la population dénonce, et on met la main sur ces complices internes, quelques jours après, ils sont libérés. On vous dit que tel a intervenu, tel a demandé qu'on libère, ce qui fait que la population vit avec la peur dans le ventre. En guise de protestation, les commerces de Toubouro sont restés fermés toute la journée de mercredi et une bonne partie de la matinée de jeudi. L'administration locale reste divisée à ce sujet, pendant que le député du Mayoré, Bouba Moussa, reconnaît que l'insécurité sévit dans la localité. Dans une édition de l'émission La Vérité en face, le maire Yandal Célestin niait ce fait. Les populations, par contre, ne demandent qu'au gouvernement à les protéger. L'armée camerounaise marque des points contre des séparatistes. Des armes saisies, des milices séparatistes viennent d'être brûlées à Boya dans le sud-ouest. L'opération était supervisée par le Premier ministre Tif Joseph Dion Gouté. On voit tout cela dans ce reportage d'Innocent Abega et Aïk Cyril. Comme dans un champ de ruines, des flammes jaillissent accompagnées d'une épaisse couche de fumée. C'est la destruction des armes utilisées par les séparatistes ambazoniens. L'opération est supervisée par le premier ministre chef du gouvernement. Tif Joseph Dion Gouté a d'ailleurs été le premier à mettre le feu. Certaines des armes ainsi brûlées ont été saisies par les forces de défense et de sécurité au terme d'une rude bataille avec les séparatistes. D'autres ont librement été déposées par des ex-combattants ayant choisi de rejoindre les camps de désarmement, de démobilisation et de réintégration. L'un de ces DDR
sortira d'ailleurs bientôt de terre à Boya, dans la région du sud-ouest. Le Premier ministre chef du gouvernement procède à la pose de la première pierre pour sa construction. Nous vous le disions en titre, soupçon de détournement des fonds Covid-19. Un document circulant sur les réseaux sociaux fait état d'un rapport attribué à la Chambre des comptes, lequel rapport accuse plusieurs membres du gouvernement d'avoir distrait des fonds du Fonds monétaire international. L'on note des surfacturations faramineuses et des irrégularités dans les procédures d'attribution des marchés qui auraient fait perdre des milliards de francs CFA au trésor public. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Banganté enfin sommaire. Il faut le dire, c'est un dénouement heureux à Baganté dans le département du Ndé. Eric Aimé Niat est le nouveau maire de la commune de Baganté après 2 reports de la session de plein droit visant à l'élection du chef de cet exécutif municipal. Il faut le rappeler, il a été élu avec 22 voix contre 18 bulletins nuls. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe Bissaye. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Bonne fête de l'unité nationale, Julien Berthe Bissaye. Meilleur à vous. Voilà. Rendez-vous.